Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2022-02. De belles découvertes ce mois-ci dans le domaine symphonique et le domaine violonistique. De moins bonnes œuvres aussi, c'est obligé dans le cadre de la recherche tous azimuts que nous réalisons. Et nous commençons justement par la moins bonne du lot. Boyle Ina, 1889-1967, une œuvre pour violon orchestre, concerto qui date de 1935. Alors c'est une œuvre extrêmement monotone et monochrome, avec un soliste qui reste dans le médium et dans le grave et qui n'aspire jamais à la moindre expression d'un motif significatif. Or, ce qui peut faire office de troisième mouvement, quelques velléités d'un thème principal un peu plus animé. Alors il faut signaler qu'aucun mouvement n'est délimité dans ce concerto, bien qu'il présente un mouvement qui puisse faire office de troisième mouvement. La partie orchestrale, maintenant, apparaît encore plus insipide, elle est presque toujours sourde, amorphe, morne, et elle évolue dans le grave en arrière-plan, et elle engendre une monotonie qui est quasiment horripilante. Alors il semble que rien, malheureusement, ne puisse plaider en faveur de cette œuvre, qui pourtant, malgré la date de composition, est une œuvre parfaitement tonale. En contraste, nous continuons très fort avec une vieille connaissance sur critiquemusicale.com, puisqu'il s'agit de Sergueï Mirylovitch Lyapunov, 1859-1924, et on a pu apprécier ses concertos pour piano, son concerto pour violon et sa fameuse fantaisie sur des thèmes ukrainiens pour piano-orchestre. Cette fois, nous abordons un poème symphonique et d'une manière générale, j'avoue avoir beaucoup d'admiration pour ce compositeur du cercle de Belaïev. Alors, l'œuvre que nous considérons, c'est Zelazova Vola, poème symphonique opus 37 datant de 1909. Alors, c'est une œuvre au premier abord qui peut apparaître uniforme, homogène, et si on se livre à une écoute plus approfondie, eh bien, on constate qu'elle recèle des subtilités symphoniques, mais à condition, bien sûr, d'y prêter une audition très concentrée, une thématique très rhapsodique, mais qui en fait est très variée, malgré la première apparence, et elle suit assez bien celle de la fantaisie sur des thèmes ukrainiens, notamment l'entrée avec les bois solos. Un tempo qui est très lent en relation évidemment avec l'intention du poème symphonique qui est un hommage à Chopin. Et c'est une lenteur qui se trouve exploitée comme effet spécifique. L'évolution d'ensemble révèle un contraste entre des motifs qui sont démesurément lents et les mouvements d'amplification animés au centre, notamment, en forté, tout en restant relativement lent. Et nous avons un retour à la lenteur initiale, donc pour terminer l'œuvre. Alors on admirera particulièrement le travail des cuivres dans ces parties plus animées, ces crescendo, notamment exploité dans une tessiture très aiguë. Et sur l'ensemble de cette partition, eh bien, il se dégage, à mon avis, une pureté très spécifique qui est la marque de Lyapunov. Nous continuons avec Pugnani et Gaetano, 1731-1798, un concerto pour violon orchestre, concerto en ré maggiore pour deux violons. Alors nous avions déjà fait la connaissance de Pugnani pour un concerto en E majeur, une œuvre à notre goût assez insignifiante, il faut bien le dire, mais tout change avec le présent concerto.
D'une manière générale, pour cette œuvre, il est difficile d'attribuer une valeur d'ensemble pour chacun des mouvements. Alors en premier lieu, c'est dû à un hiatus très important entre l'intérêt des parties symphoniques, qui ont une thématique, à mon avis, vraiment compassée, et l'intérêt des parties solistes, qui sont, elles, beaucoup plus affirmées musicalement et qui sont même au niveau de l'excellence. Donc une thématique simpliste pour ces parties symphoniques, bien que Pugnani ne verse pas tellement dans le style galant. La partie solistique a introduit des nouveautés par rapport à la virtuosité baroque, quoique ce concerto n'apparaisse pas vraiment comme un concerto brillant. Il l'est même moins que certains concertos vivaldiens. Néanmoins, Pugnani parvient à créer des mouvements d'amplification dans le premier mouvement et en particulier dans le dernier mouvement, il crée des accélérandis qui sont vraiment très spectaculaires. Il affirme une écriture violonistique qui est solide thématiquement et où dominent souvent les doubles cordes, alors notamment dans le deuxième mouvement. Alors c'est un style qui apparaît assez proche de Viotti et qui comporte même parfois des effets plus originaux que chez le créateur de l'école moderne franco-belge, Viotti. Nous continuons avec Rusicka Géorgie, 1788-1869, une œuvre pour orchestre, symphonie D-moll 1833. C'est une œuvre qui apparaît décevante, très poussive et très pauvre thématiquement surtout, orchestralement également, très répétitive. Alors les moins mauvais mouvements pourraient être le 1 et le 3 pour sa seconde partie. La date de composition n'explique pas les limitations que nous constatons dans cette œuvre, puisque nous sommes ici en 1833. Et à cette époque-là, il y a de très nombreuses œuvres antérieures à cette date qui présentent des caractéristiques plus élaborées. Alors on peut en citer quelques-unes, mais on pourra en citer d'autres. Parmi les pionnières qui datent de la fin du XVIIIe siècle, eh bien, on a par exemple la Symphonia Buffa de Gross, la symphonie opus 52 de Wranicky qui date de 1780, la chasse du jeune Henri de Méhul qui date de 1799, et on a aussi les métamorphoses d'après Ovide de Dittersdorf qui datent de 1795. Et au tout début du XIXe siècle, eh bien, on a des œuvres de Hérold, de Ries, Beethoven, Salieri, Arriaga, Schubert, qui sont antérieurs à cette date de 1830, qui concerne cette symphonie, 1833 exactement. Et nous continuons avec Sterkel, Franz Xaver, 1750-1817. Or, nous avons apprécié déjà de ce compositeur la symphonie numéro 2 et surtout son concerto pour piano qui est très avant-gardiste pour son époque, au bon sens du terme. Nous sommes ici au XVIIIe siècle. Alors, c'est presque un sans faute pour ce compositeur qui se confirme pour l'œuvre que nous allons voir, c'est-à-dire la symphonie numéro 1 en D major opus 35 datant de 1770. Cette symphonie 1 préfigure le canevas qui sera celui de la symphonie 2 d'une manière qui est absolument troublante, dans ses qualités majeures comme dans ses défauts. Alors, le premier mouvement présente des parties qui sont très archaïques, simplistes et même disharmonieuses.
surtout en raison des passages où interviennent les percussions. Alors, par contraste, eh bien, il contient des parties qui sont absolument sublimes, d'un lyrisme très élaboré, très subtilement orchestré, sans le moindre heurt, mais au contraire, avec des effets de fondu étonnants. Et ceci, c'est ce qui concerne le second mouvement lent, qui est certainement, à mon avis, un des plus beaux mouvements lents du siècle, et même de la première moitié du XIXe siècle. Alors, c'est très difficile de trouver autant d'originalité, autant de richesse thématique, et en plus à une date aussi précoce. On reste ébloui par cette génération spontanée, dont on ne voit guère d'équivalent à cette époque, et l'on y trouve notamment des effets beethoveniens comme dans le mouvement précédent, le premier mouvement. Quant au dernier mouvement de cette symphonie, eh bien, il nous ramène malheureusement au même archaïsme primaire qui caractérisait certains passages du premier mouvement. Et cette fois, asséné tout au long de ces mouvements. Donc des caractéristiques extrêmement variables d'un mouvement à l'autre pour cette symphonie de Franz Sterket, mais il faut surtout retenir cet extraordinaire second mouvement qui donne toute sa valeur à cette symphonie. Et nous en arrivons à l'œuvre revisitée. Alors il faut rappeler à propos de cette œuvre revisitée, eh bien, que c'est une œuvre au hasard que nous donne notre application. Parmi les œuvres excellentes, mais les œuvres qui peuvent présenter un mouvement excellent et qui ne sont pas forcément excellentes dans leur totalité. Alors, nous abordons avec cette œuvre l'un des meilleurs représentants de l'école franco-belge, qui est Henri Vieuxtemps. Alors certes, le concerto numéro 7 que nous allons voir ici n'est pas sa meilleure œuvre, mais tout de même, c'est une œuvre dans laquelle eh bien, le troisième mouvement montre un compositeur qui manifeste encore la maîtrise de toutes ses qualités. Alors pour découvrir Vieuxtemps, eh bien, il vaudrait mieux, avouons-le, écouter le concerto numéro 1, le concerto numéro 2, qui sont les œuvres les plus lyriques, les plus réussies, mais aussi ces duos alto-piano qui sont étonnants, et la fantaisie appassionata pour violon orchestre. Alors revenons tout de même à ce concerto numéro 7. Alors c'est, comme je l'ai dit, le troisième mouvement qui communique à cette œuvre son principal intérêt, et il témoigne d'une exaltation qui est parfaitement maîtrisée. Alors une orchestration en plus qui présente une touche qui est plus moderniste au bon sens du terme que dans les autres concertos du maître. Alors à cette époque où le compositeur semble montrer moins d'inspiration, eh bien il y a tout de même quelquefois des parties qui peuvent témoigner d'une inspiration renouvelée et d'une inspiration qui peut être étonnante et qui apporte des nouveautés par rapport à l'ensemble de son œuvre. Voilà pour cette lettre mélomane 2022-02.